Pierre-Marie Liédot, en ce qui concerne l'inclusion, le chercheur a quand même des choses à dire parce qu'il y a déjà la composition du cerveau. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de cerveau? Est-ce qu'on peut adapter le cerveau? Comment vous voyez l'inclusion? Oui, si on part du constat que chaque humain est un être unique, l'inclusion consiste à reconnaître les différences de l'autre. Et on s'aperçoit très vite qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et que souvent on a tendance à vouloir privilégier l'intelligence logico-mathématique au détriment des autres formes d'intelligence. Or, l'intelligence collective, c'est reconnaître et valoriser les autres formes d'intelligence. Et c'est ainsi qu'on est beaucoup plus efficace pour prendre une décision, se rendre compte qu'on n'a pas l'information, on ne sait pas, et qu'on va pouvoir s'appuyer sur l'autre. C'est-à-dire que finalement, l'inclusion, c'est reconnaître en l'autre la possibilité d'une béquille mentale. Il n'y a pas d'intelligence absolue. Il n'y a aucune intelligence absolue. Et si on prend même l'intelligence qu'on mesure par le QI, on s'aperçoit qu'elle diminue. Parce qu'il y a une forme de l'intelligence que nous avions dans notre cerveau qu'on a déléguée maintenant aux outils digitaux. Vous avez développé l'idée de confiance aussi. De quelle façon? De nouveau, elle revient sur l'idée que l'autre est une béquille mentale. Je peux m'appuyer sur l'autre quand je ne sais pas. Je peux m'appuyer sur l'autre pour retrouver ma confiance en moi, dans la mesure où on peut imaginer et voir même que la confiance en soi nous vient d'un don des autres, de la bienveillance qu'ils ont sur nous-mêmes. Quand on a des parents qui vont nous entourer de toute leur affection, on va grandir en retrouvant des groupes, du collectif, des institutions qui vont nourrir par leur regard bienveillant, par le fait de nous apporter des compétences qu'on n'avait pas, évidemment, puisqu'on est quasiment avec la tabula rasa et que notre cerveau va prendre de l'information autour de nous et que cette information la plus pertinente, elle nous vient de l'autre, de l'altérité. Est-ce qu'on peut retrouver confiance en soi-même grâce aux autres? C'est ça la vraie magie de l'humain. Prenons l'exemple de la cordée où nous avons vu qu'au sein d'une cordée, un pouvait venir à être peureux et être bloqué, eh bien, tout simplement parce qu'il avait perdu confiance en lui. Eh bien, le premier de cordée, dans cette histoire véridique, s'est détaché et a demandé à celui qui était bloqué de prendre la position de premier de cordée, ce qu'il a fait et qu'il s'est retrouvé dans cette capacité de pouvoir se mouvoir et de mouvoir en fait l'ensemble du groupe. Donc là, en l'occurrence, le sujet qui avait perdu confiance en lui a pu restaurer sa confiance en lui grâce en fait au témoignage d'un autre qui lui a montré « moi j'ai confiance en toi ». Encore un détail important, l'empathie. Vous parlez de l'empathie, mais on a tendance finalement à s'intéresser aux plus faibles ou à ceux qui sont à l'écart. Est-ce qu'on ne risque pas de leur donner trop d'importance à un moment et à favoriser des minorités? Alors, c'est vrai que l'empathie, ça a été le moteur de l'humanité, depuis Australopithèque, Erectus, habilis, etc. Quand on invente le feu, c'est la preuve que l'autre existe dans notre cerveau, puisque même quand il n'est pas là, on le cuisine pour lui. Donc, l'invention du feu, la marche, l'écriture, le digital, ce sont des formes d'empathie, puisqu'on invente des outils qu'on veut développer pour tout le monde. Alors, c'est en fait une façon d'unifier un collectif. En revanche, on s'aperçoit aujourd'hui que le digital est aussi une menace puisque on voit la possibilité d'une forme de cohésion de tribus, de groupes qui pensent ensemble et qui vont en fait exclure les autres. D'où le grand danger qu'on voit pour nos démocraties d'une tyrannie de la minorité, puisque ces pensées qui vont se rassembler ensemble, la terre est plate, j'exclus les autres et ensemble on se conforte, c'est l'idée qu'il existe deux modes pour agir, de penser, le comprendre ou le croire. Et là, on est face à un danger, c'est qu'aujourd'hui, ces formes de tribus se confortent dans le croire pour agir plutôt que le comprendre. Enfin, qu'est-ce que vous avez retenu de Flora Bernard, avec qui vous avez dialogué? Peut-être la chose la plus importante que dans l'inclusion, le moteur, c'est l'humilité. C'est-à-dire que je dois comprendre que moi-même, je n'ai pas les solutions à tout et que je vais pouvoir, en l'autre, trouver les solutions à mes problèmes. Donc cette notion d'humilité, une notion aussi de l'inclusion qui est finalement, au final, un mur, puisque c'est monter les cloisons. Flora Bernard, vous avez introduit la philosophie dans l'entreprise. Alors, comment inclure l'inclusion dans l'entreprise? Alors,
Tout d'abord, en se demandant de quoi on parle quand on parle de ce dont on parle. Moi, j'ai l'impression qu'on utilise différents mots, notamment diversité et inclusion, pour faire référence au fait de faire de la place à la différence. Et donc, la première distinction que la philosophie peut apporter, je pense que c'est déjà de dire que ce n'est pas parce qu'il y a une diversité de personnes, ce n'est pas parce qu'il y a des différences qui cohabitent qu'il y a nécessairement inclusion. On pourrait dire que diversité, c'est-à-dire ça vient du latin diversitas, hein, donc différence et même divergence, c'est une cohabitation plutôt passive de différence. Mais ce n'est pas nécessairement source de richesse. Et c'est là que l'inclusion est intéressante, c'est qu'une société inclusive, ce serait une société qui non pas tolère la diversité, mais valorise la diversité, c'est-à-dire lui donne de la valeur et fasse en sorte qu'elle soit créatrice de richesse pour le collectif. Vous avez donné l'image d'un gâteau. Oui, j'ai donné l'image d'un gâteau pour faire la différence entre l'intégration et l'inclusion. Quand vous faites une pâte à gâteau, vous intégrez différents éléments, ce qui fait qu'au bout du compte, dans votre pâte, on ne peut plus distinguer l'œuf du sucre, de la farine ou des autres ingrédients que vous avez mis dans cette pâte à gâteau. L'intégration, c'est le mouvement qui fait que je prends des éléments différents pour les faire correspondre à une norme unique et donc gommer les différences. Alors, vous venez de parler de normes et vous dites que c'est le collectif qui doit changer ces normes. Alors, dans le paradigme de l'intégration, finalement, on va chercher à intégrer des différences par rapport à une norme dominante. On ne va pas re-questionner la norme. C'est un individu de s'adapter. Il y a vraiment l'idée d'adaptation dans l'intégration. Alors que dans l'inclusion, le paradigme inclusif, il nous fait voir la différence non pas comme un problème en soi ou une chose qu'il faudrait adapter à une norme collective, mais une situation. Et qui dit situation, vous savez que on parle d'inclusion, on a commencé à parler d'inclusion dans le domaine du handicap. Et donc, dans le modèle intégratif, c'est la personne handicapée qui doit s'intégrer aux normes. Dans le modèle inclusif, le handicap n'est pas un fait, mais c'est une situation. Qui dit situation dit relation entre une personne et un environnement. Et donc, ça change tout, parce que ça veut dire que si on veut créer une société inclusive, en effet, il y a un mouvement de l'individu, mais aussi un mouvement du collectif. Il y a un enjeu culturel, en fait, à l'inclusion. On ne peut pas juste faire de l'inclusion en un claquement de doigts. Il y a vraiment une transformation culturelle à opérer. Et jusqu'où doit-on inclure? Y a-t-il des limites? Je pense qu'automatiquement, il y a des limites. Il y a des limites ne serait-ce que dans l'étymologie du mot même, qui veut dire enfermer. Donc, je pense que l'écueil de l'inclusion, c'est l'enfermement. C'est quand, parce que qui dit inclure dit exclure, hein, l'opposé d'inclusion c'est exclure, et donc ça suppose qu'il y ait une frontière, il y a du dedans et il y a du dehors. Et donc il faut être vigilant à ce que cette frontière reste poreuse et reste ouverte finalement, et non pas fermée. Donc le risque d'une inclusion trop stricte en quelque sorte, ce serait de créer un nous qui exclut l'extérieur. La pandémie récente nous a donné l'occasion de pratiquer alternativement le présentiel ou le distanciel. Quelles leçons vous en tirez? Alors, par rapport à l'inclusion, et c'est ce que je partageais pendant la conférence, c'est vrai que si on dit que l'inclusion demande de revisiter ces normes collectives, qui dit normes collectives dit normes de travail, et le télétravail est ce à quoi les entreprises sont confrontées aujourd'hui, c'est-à-dire décider quelle va être la part de télétravail, quelle va être la part de présence sur site pour les salariés. La question, c'est comment est-ce qu'on définit cette nouvelle norme? Est-ce que c'est une norme qui est définie par en haut et qui doit s'appliquer de manière identique à tout le monde? Là, on est dans le modèle de l'intégration. Mais si on était dans le modèle de l'inclusion, eh bien, on demanderait à chaque équipe de produire sa propre norme de travail et donc de décider pour elle-même ce qu'il convient à cette équipe en fonction des singularités et des particularités de ses membres, avec l'objectif, bien évidemment, de travailler ensemble, puisque c'est quand même le but d'une équipe. D'accord. Alain Masson, alors,
vous représentez notamment, parce que c'est le cœur de métier, la cuisine, et c'est un monde très hiérarchisé, on parle de brigade, etc. Alors, dans ces conditions, comment parler d'une stratégie de l'inclusion? Alors, effectivement, il y a ce terme de brigade qui vient de la restauration traditionnelle. D'Escoffier. Et d'Escoffier, effectivement. Je l'ai dit dans le colloque, c'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité au niveau bas de la pyramide. Parce qu'on a la capacité d'intégrer des personnes éloignées de l'emploi avec peu ou pas de qualification. Donc, voilà. Donc, ce qui permet ensuite, justement, avec une bonne intégration et une bonne formation, d'accéder à des postes qui vont rentrer effectivement dans cette hiérarchie de la cuisine et des services, hein, parce que comme vous le disiez, on ne fait pas que de la restauration. Donc on part de la base et puis d'un certain esprit d'équipe aussi peut-être. Esprit d'équipe, esprit de service aussi. Et effectivement, on sait que le collectif va faire, si les personnes sont bien intégrées, hein, si elles sont bien incluses dans l'entreprise, elles vont pouvoir effectivement, à travers des formations, si elles le souhaitent, progresser effectivement dans les échelons hiérarchiques. Est-ce qu'il y a des choses qui se mesurent et d'autres qui ne se mesurent pas? Alors en France, il y a moins de choses qui se mesurent que dans d'autres pays, mais on a quand même pas mal de mesures, notamment et depuis très longtemps, c'est historique, le taux d'emploi de personnes handicapées. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se mesure, et nous, on travaille sur ce sujet depuis 16 ans maintenant. Et puis également les taux de mixité, femmes-hommes, et en plus, c'est un des objectifs principaux de Sodexo, puisque on est traditionnellement sur des métiers, la restauration ou la maintenance multitechnique, qui étaient historiquement masculins. Donc on cherche aussi à avoir cet équilibre pour avoir effectivement ces notions de performance et d'engagement. Il y a chez vous la minute diversité. Ça se passe comment ça? Et c'est venu comment? Alors oui, c'est assez nouveau. On s'est inspiré d'une minute sécurité, hein, puisque la politique sécurité est d'ailleurs un des axes forts de la politique RSE. Et donc cette minute sécurité permet à chaque manager, dans chaque réunion, des réunions d'équipe, des comités de direction, de prendre, alors c'est généralement plutôt 5 minutes que 1 minute, mais pour parler du sujet de la sécurité. Et on a vu que ce système, ce process a fait qu'on a progressé nettement sur la réduction, par exemple, des accidents de travail, qui est très important chez nous. Et donc, on s'est inspiré de ça, on s'est dit ça a fonctionné avec la minute sécurité, et pourquoi pas faire la même chose avec une minute diversité. Donc là aussi, des supports très courts, généralement 3 slides de PowerPoint, hein, c'est assez classique, et qui sont effectivement, qui peuvent passer dans un ordre du jour d'un comité qui est toujours très chargé. On a cette petite pastille, et donc on le sait, hein, dès qu'on parle d'un sujet, les échanges démarrent, les avis divergents aussi, et ça permet de parler du sujet et de faire avancer les sujets dans l'entreprise. Alors Sodexo est représenté dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des pays qui sont davantage en avance, d'autres où c'est plus difficile de l'appliquer? Comment ça se présente? Sur la minute diversité? Non, sur l'inclusion. Oui. Alors chaque pays effectivement a sa politique, hein. Il y a une politique qui est impulsée par le groupe et qui dépend des spécificités. On parlait de la mesure tout à l'heure, c'est plus simple de mesurer dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, ils mesurent tout, ce qui n'est pas notre cas. Et puis il y a certains pays en fonction de leur population qui travaillent beaucoup plus sur certaines thématiques. Je prends la thématique, j'en ai parlé tout à l'heure, de l'intégration des personnes réfugiées. Au Brésil, par exemple, avec notamment ce qui s'est passé au Venezuela, il y a eu effectivement une action très importante sur ce sujet-là. Elle est un petit peu moins importante en France. Voilà, donc chaque pays, en fonction de ses spécificités, de l'actualité aussi du moment, hein, notamment de l'actualité économique, va s'emparer plus ou moins de ces différents sujets. Donc l'inclusion suppose aussi de l'adaptation. Oui, forcément. Il y a des sujets qui, quelquefois, ne vont pas fonctionner dans certains pays, ou quelquefois, le moment n'est pas venu. À un moment donné, voilà, les politiques, quelquefois LGBT, sont venues des fois en dernier par rapport à des politiques handicap. En France, il y a plusieurs lois, hein, ça date de la Première Guerre mondiale, l'intégration des personnes handicapées, donc voilà, c'était historique. Donc en fonction de l'actualité et de la culture, les sujets peuvent être plus ou moins importants. Alors, le critère pour être heureux au travail? Je pense que c'est être soi. C'est pas devoir venir comme une autre personne, cacher qui l'on est, d'où l'on vient. Donc pour moi, c'est ça, être soi-même, venir comme on est à la maison. Je ne vais pas reprendre un slogan bien connu, mais venez comme vous êtes. Comment? Venez comme vous êtes. et pas forcément tout seul chez vous. On peut venir accompagner. On peut venir accompagner, tout à fait, avec nos compagnons à 4 pattes. Donc, mais chez Mars, c'est un peu normal. Oui, bien sûr, on a clairement... vraiment à cœur, on a
vraiment à cœur les animaux domestiques et de rendre le monde meilleur pour eux à travers ce que l'on fait et les services que l'on amène. Et donc on aime beaucoup le retour d'avoir les animaux à quatre pattes dans nos bureaux qui permettent de discuter, d'engager des conversations et d'apprendre à se connaître un peu plus aussi. C'est un excellent vecteur de communication, l'animal, et d'inclusion sociétale. Puisqu'on parle d'inclusion, concernant les hommes et les femmes que vous recrutez, comment ça se fait? Je crois que vous pratiquez le recrutement à l'aveugle, par exemple. Est-ce que c'est unique? Est-ce que c'est un exemple? Alors, on pratique, on commence un pilote de recrutement à l'aveugle parce que comme on a vraiment cette volonté d'aller chercher des profils plus diversifiés pour notre entreprise, on a commencé à mettre ce recrutement à l'aveugle pour aller chercher des profils plus diversifiés, donc enlever les choses qui sont plus discriminantes potentiellement ou qui vont nous attirer sur certains profils et pas d'autres, et vraiment se concentrer sur les compétences et l'expérience du candidat. Comment définissez-vous la richesse de l'inclusion? La richesse de l'inclusion, ça nous apporte des points de vue différents, des vécus différents, des façons d'apprécier les problèmes ou une recherche de solutions différemment par rapport à l'expérience, le vécu de la personne. Donc ça amène une diversité de pensée qui est une richesse incroyable dans une entreprise. Donc on peut défendre les mêmes valeurs, avoir les mêmes buts avec des approches différentes finalement. Tout à fait, tout à fait. Et même de façon préférentielle avec des points de vue différents. Parce que c'est dans le débat, c'est dans la co-construction qu'on trouve les meilleures options, les meilleures solutions, les meilleurs angles d'approche. Patrick Desmoulins, alors vous êtes le PDG de Great Place to Work, l'endroit où il fait bon travailler, et c'est fait bon travailler avec la diversité, avec l'inclusion. De quelle façon? Quels sont les critères? Vous en avez pour définir l'endroit où il fait bon travailler? Est-ce que vous avez étendu ces critères en fonction de l'inclusion? Alors finalement, l'inclusion, c'est un sujet chez Great Place to Work qui nous intéresse, qui nous préoccupe depuis très longtemps, parce que notre mission est de construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Place to Work pour tous. C'est ce qui nous anime en France depuis bientôt 20 ans, puisque nous aurons 20 ans l'an prochain, depuis 30 ans. Et cette idée d'inclusion n'est pas pour nous une idée nouvelle. Chez Great Place to Work, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué, mais les entreprises avec lesquelles nous travaillons, les entreprises reconnues comme des entreprises où il fait bon travailler, ont toujours été dans un souci d'ouverture. Donc, et qui dit ouverture, c'est accueillir tout le monde et c'est se donner finalement la chance de ne manquer aucun talent. Alors, c'est pas non plus tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je crois qu'il y a un mécanisme de séduction réciproque. Il est évident que pour que ça fonctionne, chacune et chacun doit y trouver son intérêt de chaque côté. Mais quand l'ouverture d'esprit est là, quand la volonté d'accueillir des profils différents et cette volonté portée du sommet jusqu'à la base de l'entreprise est là, ça va fonctionner. À partir du sommet, vous avez parlé d'agilité managériale. Ça veut dire quelque chose, ça, quand même. Oui, bien sûr. L'agilité managériale, elle nous est dictée aussi aujourd'hui par la nouvelle organisation du travail qui se met en place suite aux événements sanitaires que nous vivons et qui continuent. Par exemple, le rôle du manager évolue. Télétravail, travail à distance. Donc, comment je vais manager mes équipes, comment je vais garder de la proximité, de la disponibilité pour eux. Donc aujourd'hui, cette agilité managériale, elle s'applique à tous les niveaux de l'entreprise, de façon à avoir un travail beaucoup plus collaboratif et beaucoup moins pyramidal, une organisation beaucoup moins pyramidale que ce qu'on trouvait dans le passé. Et vous avez des exemples chez Decathlon, chez Zenica, chez Le Bon Coin, dans beaucoup d'entreprises. Vous avez des exemples d'agilité managériale assez remarquables. Alors, à Great Place to Work, vous avez l'habitude de mesurer la qualité du travail. Est-ce que vous pouvez, de quelle façon, mesurer l'inclusion et la façon dont ça se passe? Alors, on a fait une formation, on a réfléchi à tout ce qui avait trait à l'inclusion. Et finalement, on a un questionnaire Great Place to Work qui a 60 questions, qui mesure
dans l'ensemble la qualité de vie au travail et l'expérience collaborateur dans une entreprise et qui s'adresse à tous les salariés. Et à l'intérieur du questionnaire, finalement, on a une quinzaine de questions qui sont parfaitement en ligne pour mesurer tout ce qui a trait à l'inclusion. On va avoir des questions relatives à la convivialité, plusieurs questions relatives à comment on est accueilli, par exemple, dans l'entreprise. Et puis, on va avoir des questions liées à la perception, par exemple, de l'âge, du sexe, du handicap. Et donc, comment ces questions vont être perçues par les salariés qui vont nous donner une idée assez précise de l'inclusion telle qu'elle est pratiquée dans l'entreprise. Alors, est-ce que certains types d'entreprises sont exclus de l'inclusion, si j'ose dire, ou tout au moins ont plus de difficultés à l'appliquer? Oui, vraisemblablement. Bien sûr, parce que par rapport au sujet que nous évoquons, certaines entreprises ont des freins, ont des idées préconçues, ont du mal à se mettre d'accord, par exemple dans un comité de direction, sur certaines décisions à prendre ou sur certains sujets à porter. Donc toutes les entreprises concernant la perception de l'inclusion et la pratique de l'inclusion au quotidien ne sont pas égales, bien sûr. Mais vous avez noté, vous nous avez fait remarquer que dans certains secteurs qui pouvaient paraître très difficiles, où on ne pouvait pas trouver un grand plaisir à travailler, si on travaille dehors, le BTP, vous avez dit qu'il y avait de bons exemples quand même. Oui, parce que ça revient à ce qu'est une entreprise où il fait bon travailler. Une entreprise où il fait bon travailler n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question de secteur d'activité, ce n'est pas une question d'antériorité, ce n'est pas une question de localisation géographique. C'est une question de communauté de femmes et d'hommes qui trouvent à la fois du sens à leur travail et à leur vie au sein d'une organisation où on va être gagnant-gagnant. Et on pourrait dire effectivement, dans le BTP, c'est peut-être plus compliqué, vous avez un niveau de fierté exprimé par les salariés extrêmement élevé quant à la réalisation des objectifs qui nous sont fixés, le côté bâtisseur. Et vous avez compagnons. Et bien sûr. Et donc, Léon Gross, en l'occurrence, qui vient d'être certifié par Great Place to Work, en est un exemple tout à fait parlant. Donc c'est applicable C'est applicable partout. Les limites, parfois, sont dans la tête, hein, des dirigeantes ou des dirigeants, mais c'est applicable partout. Pour recruter de façon inclusive, quels sont les principes? Donc d'abord, ça part d'une réalité du marché, notamment le marché de l'emploi cadre, qui aujourd'hui est en tension. Et donc les entreprises ont des difficultés à recruter, à trouver les ressources dont elles ont besoin pour se développer. Et des entreprises qui ne peuvent pas recruter ne peuvent pas se développer. Et donc ça a un impact clairement sur la croissance et sur notre économie. Donc la démarche inclusive dans une stratégie de recrutement, c'est d'abord d'ouvrir finalement l'accès à des viviers beaucoup plus larges, des personnes, des candidats qu'on n'aurait pas forcément rencontrés, qu'on n'aurait peut-être pas sélectionnés sur CV, et qui pourtant, si on prend l'approche par les compétences, peuvent répondre aux besoins de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la démarche autour de l'expression du besoin sur la compétence et non pas sur le diplôme ou sur le CV. Et puis, la capacité à sélectionner et intégrer des personnes, des candidats différents, qui ne sont pas forcément des clones de ceux qu'on a déjà dans l'entreprise, qui ne sont pas forcément le mouton à 5 pattes que l'on recherche, mais qui vont parfaitement pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. Alors, vous avez inauguré certains principes. J'ai noté les rencontres sans CV, par exemple. Ça se passe comment? Oui, alors c'est ce qu'on appelle les APEC Connect. On identifie d'abord des entreprises qui ont des besoins de recrutement et qui ne trouvent pas facilement de quoi pourvoir ces besoins. Et puis des cadres qu'on accompagne qui, eux, recherchent un nouveau projet professionnel et dont on pense que les compétences sont en effet transférables dans l'entreprise. On leur permet de se rencontrer. En effet, les recruteurs n'ont jamais en main le CV au préalable. Dans un environnement on va dire un peu neutre, ce n'est pas sur le lieu de l'entreprise, c'est dans un contexte beaucoup plus informel, et beaucoup plus décontracté, je vais dire, qu'un entretien de recrutement. Et on voit que ça marche. Ces rencontres-là, qui ne se feraient pas spontanément, qui là sont organisées par notre intermédiaire, et bien, ça permet en effet d'identifier des profils différents et ça permet aux entreprises de rencontrer
des candidats parfaitement adaptés qu'ils n'auraient pas rencontrés autrement. Est-ce qu'il y a des discriminations non visibles? Oui, bien sûr. Même si aujourd'hui toutes les entreprises, ou en tout cas une grande partie des organisations, ont développé des plans d'action en matière d'inclusion, on se rend compte que la réalité elle est encore difficile et que le chemin à parcourir est encore long. Des discriminations, des inégalités au sein du marché du travail, il y en a énormément. Certaines qui sont en effet plus visibles, plus évidentes, mais d'autres beaucoup moins. Et je pense que tous, à un moment dans notre parcours, quelles que soient nos caractéristiques, on a pu rencontrer ou on va pouvoir rencontrer des discriminations sur lesquelles, tous ensemble, je pense qu'on peut lutter. Et dernier point, si on n'y est pas préparé, est-ce qu'on peut se faire accompagner pour faire ce type de recrutement? Oui, bien sûr. Alors, bon, je vais citer l'APEC à nouveau, bien entendu, mais aujourd'hui, il y a notamment dans le milieu associatif toute une série de structures qui ont développé une réelle compétence, une réelle expertise pour accompagner les entreprises en matière de politique d'inclusion. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux tiers pour vous accompagner dans cette démarche. Alors, Lomique Guyot, vous avez animé l'ensemble du débat. Pour un bon management, alors, quelles sont les conditions? Est-ce que c'est un défi ou c'est une évidence de pratiquer l'inclusion? Je pense que pour beaucoup, ce n'est pas encore une évidence. On l'a rappelé, l'inclusion, accueillir la diversité. L'autre, c'est accepter la contradiction, c'est accepter d'avoir en face de soi quelqu'un qui n'est pas d'accord avec soi. Et on sait que pour beaucoup de managers, aujourd'hui, ça ne va pas de soi encore. Il y a encore beaucoup qui, parce qu'ils ont la position du chef, estiment que leur parole ne peut pas être contredite, ne peut pas être discutée. Alors ça ne veut pas dire que dans l'entreprise, on doit sans arrêt tout remettre en question, débattre en permanence, mais je pense qu'on doit sortir de cette posture du chef qui sait tout et qui impose, et que l'inclusion et cette politique d'inclusion commence par accueillir et accepter d'accueillir des avis divergents. Et ça ne va pas de soi aujourd'hui, c'est sans doute un défi, oui, pour beaucoup de managers. Et donc, ce n'est pas seulement une question de diversité, de proportion, il y a une adhésion. Une adhésion, ça doit venir d'en haut, on l'a dit aussi beaucoup, l'exemplarité est essentielle dans ce type de politique. Il ne s'agit pas de remplir des cases, de remplir des quotas, de mesurer qu'on a bien tel pourcentage d'hommes, de femmes, enfin, peu importe, c'est pas ça, c'est vraiment un état d'esprit, une ouverture et accepter de se dire que simplement à plusieurs on est plus intelligent, plus fort, qu'on est capable d'aller plus vite, plus loin, d'innover plus. Voilà, donc c'est accepter la différence comme une richesse pour soi, pour l'entreprise. Alors vous avez entendu beaucoup de choses, est-ce qu'il y a certains détails, certaines initiatives qui vous ont retenu? Oui, j'aime beaucoup l'idée qu'on a développée avec Sodexo de partir du terrain, parce que c'est un double mouvement. Il y a effectivement cette idée d'exemplarité qui doit venir de la direction d'une entreprise, mais ça doit pas être juste pour que ça ne soit pas juste des vains mots et de belles promesses, il faut aussi que ça réponde à des nécessités du business, à des besoins du terrain. Et c'est quand les deux se rencontrent que là, tout d'un coup, la politique d'inclusion a du sens, sert à quelque chose et réellement se traduit de façon concrète. Si c'est juste la direction qui décide d'avoir ce type de politique, ça peut rester simplement des discours un peu creux, des promesses, presque de l'habillage marketing. Alors ça a un effet, on l'a dit, ça peut permettre à chacun d'être plus à l'aise, d'accepter d'être soi, de mieux s'exprimer ou de simplement s'exprimer. Mais quand ça rencontre une vraie demande, un vrai besoin du terrain et du business, c'est là où c'est gagnant pour tout le monde et c'est là où ça donne des résultats concrets et surtout durables au-delà de simples questions d'affichage. On peut prendre le problème sous n'importe quel angle. Il y a une réalité, constatée. C'est que les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus faire l'impasse sur une sorte de diversité, de culture, d'origine, parce que le monde change tout le temps et à une vitesse foudroyante. Et quand on dit que le monde change tout le temps, c'est que les choses nous changent aujourd'hui, parce
qu'elle démarre à l'autre bout de la Terre. Et c'est demain, ça arrive chez nous. Donc ce qui fait qu'on voit bien que cette nécessité de trouver des réponses, d'être à la fois créatif et même d'une autre manière d'être aussi capable d'apporter un service aux clients qui correspond aux attentes d'aujourd'hui, eh bien, ça ne peut se faire qu'en intégrant cette diversité. Après, il y a des problèmes qui ont été évoqués ce matin. Il y en a un, par exemple, qui n'a pas été évoqué, dont je pourrais parler. C'est qu'on voit maintenant des excès, comme ça arrive toujours dans la vie, c'est-à-dire qu'on souhaite virer des blancs pour mettre des gens de couleur, au prétexte de rééquilibrer. Bon. Et évidemment, c'est aussi injuste que d'avoir empêché les autres de rentrer dans l'entreprise. Mais c'est normal, c'est la vie, la vie est un combat et c'est quelque chose qui va se réguler naturellement. Parce que la seule vérité, et ça a été franchement beaucoup dit ce matin, c'est le talent, c'est la qualité des gens. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de triche possible. Ça se constate, ça se vérifie. Il y a d'ailleurs un autre point sur lequel je voudrais réagir, que Patrick Dumoulin a très bien évoqué tout à l'heure, mais je voudrais porter le même jugement sur le collectif que je préside depuis 7 ans. C'est que toutes les entreprises qui font partie du collectif sont des entreprises qui marchent très bien financièrement. Je parle de performance économique. Et donc là, j'estime qu'il n'y a pas de hasard. Ce sont des entreprises différentes de celles de la plupart d'entre elles, qui pratiquent une qualité de vie au travail. Alors aujourd'hui, on parle d'inclusion, je sais bien, mais l'inclusion n'est possible que s'il y a vraiment une qualité de vie au travail dans l'entreprise. Et voilà le constat, c'est tout. Bon. Après, j'aimerais aussi dire, un peu en conclusion de cette conférence, c'est un parti pris de faire les choses en live, en vivant, quoi, en face à face. C'est un exercice difficile en ce moment parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Néanmoins, il y avait une très belle qualité de spectateurs ce matin. L'échange a été vraiment intéressant sur beaucoup de points. Et je pense que les vidéos que nous allons réaliser, nous allons diffuser, vont véritablement véhiculer tout ce que nous avions voulu transmettre aujourd'hui ici à Paris. Donc voilà ma conclusion. Et je pense qu'il faut persévérer parce que les humains, c'est fait pour se rencontrer, pour se partager. Et là encore, Patrick Dumoulin était extrêmement intéressant sur ce point. Moi, j'ai bien aimé quand il parle des gens qui se croisent dans des couloirs et qui ne se connaissent pas. C'est la réalité, quoi. Et mon expérience personnelle pour avoir travaillé pendant 17 ans pour un grand groupe de la grande distribution, Carrefour en l'occurrence, je me rappelle très bien que j'arrivais à l'accueil professionnel, c'est-à-dire fournisseur du magasin, pour rencontrer le directeur du magasin avec qui j'avais rendez-vous. Rien qu'à l'accueil, je savais l'ambiance du magasin. Et ça, c'est une réalité dont c'est absolument imparable et ça ne changera jamais. Et je ne pense pas d'ailleurs que les chatbots puissent faire apporter le même témoignage. Voilà, merci.